Bonsoir à tous. On va dans un premier temps essayer de questionner le problème auquel on est confronté et pour ça, on va démarrer avec notre invité spécial qui est donc Myriam El Khomri. Peut-être juste en guise d'introduction, c'est vrai que c'est un sujet que vous connaissez bien et en fait, on souhaiterait peut-être avoir votre point de vue sur la nature du problème auquel on est aujourd'hui confronté. Euh, à savoir derrière les métiers du grand âge, en termes de volume de ressources par rapport au volume de besoins. Il y a une forme d'ajustement que vous pointez d'ailleurs dans le rapport que vous avez remis, et sur lequel ce serait sans doute intéressant que vous puissiez nous donner comme ça un éclairage rapide, parce que c'est les règles du jeu, mais qui néanmoins permettrait de donner une vision à tous qui soit la plus commune possible. Merci beaucoup Thierry, merci à Edouard de l'invitation et je salue tous les panélistes ici et tous ceux qui nous écoutent. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 chiffres, mais 2-3 chiffres peut-être actualisés par rapport à octobre 2019. Et je le fais d'autant plus que la semaine dernière, France Stratégie et la DARES, qui est une des directions du ministère du Travail, nous a donné quelques éléments sur les besoins, alors pas jusqu'à 2050, mais au moins jusqu'à 2030. Alors, les tensions au recrutement, vous les connaissez bien sûr toutes et tous maintenant dans vos structures. Je pense que ce qui est important à noter, si on parle des métiers, par exemple, de l'aide à domicile ou les métiers d'aide-soignant, qui étaient vraiment ces deux professions que nous avions centrées dans le rapport. Je dis nous parce que dans le rapport, il y avait Joanne Girard qui a beaucoup participé à ce projet-là. Je sais, à travers Thibaut de Saint-Blancard, il y a Fabienne Barbosa qui était auxiliaire d'envie, pardon, précisément, qui a également participé. Donc, en gros, ce que disent aujourd'hui la DARES et France Stratégie, c'est que d'ici 2030, nous allons avoir besoin de 305 000 aides à domicile. Pourquoi? Parce que nous allons en avoir 180 000 qui vont partir à la retraite et donc il faudra remplacer. Et en raison du vieillissement de la population, qui est une chance, je tiens ici à le rappeler aussi, en raison du vieillissement de la population, c'est à peu près 100 000 créations nettes. Voilà s'agissant des aides à domicile. Si on parle des aides-soignantes, on est à peu près des aides-soignants, on est à peu près dans la même situation, à savoir 290 000 aides-soignants en plus d'ici 2030, parce que nous avons 180 000 départs à la retraite et 110 000 créations nettes. Donc, on voit bien aujourd'hui l'enjeu, à la fois l'enjeu en termes d'impact du vieillissement et du fait d'avoir des personnes qui seront les recrutements nécessaires pour faire face alors on dit qu'il y aura si on parle de 2050, on est à 2,5 millions de seniors dépendants sur 16 millions. Donc, on voit bien que déjà d'ici 2030, c'est compliqué, mais imaginons d'ici 2050, sans parler déjà de la complexité, mais on voit aussi que les formations seront encore plus nécessaires parce que il y a une chronicité des pathologies, il y a des troubles cognitifs qui sont de plus en plus importants. Donc, on voit bien que l'impact, c'est pas qu'en nombre de personnes, mais c'est aussi sur la modernisation des formations, sur le contenu de ces formations et sur les pathologies justement qui seront rencontrées. Pour faire rapide. Très bien, merci. Donc, il y a à la fois la question du volume et de l'intensité dans l'accompagnement, Exactement. si je comprends bien. Et c'est vrai que vous avez remis des propositions au gouvernement en 2019, pas forcément renseignées sur la base des chiffres que vous nous avez livrés. Et merci de nous rappeler les chiffres qui sont là et qui viennent de sortir. Qu'est-ce qui a été repris depuis? Est-ce que, à date, alors c'est vrai que 2019, c'était juste avant Covid, mais à date, est-ce que vous pensez que la réponse gouvernementale est à la hauteur finalement des problèmes et des enjeux et finalement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été entendu? Alors, le rapport était juste avant la crise du Covid, donc je ne peux pas et je pense qu'il est important de voir que le plan métier a été beaucoup bousculé par la crise du Covid que nous connaissons maintenant depuis 2 ans et il faut le prendre en compte. Ce que nous avons voulu provoquer en 2019 et c'était une vraie réforme systémique. C'est-à-dire que de dire clairement qu'on ne traitera pas l'attractivité
qu'en améliorant la qualité de vie au travail ou qu'en formant plus de personnel. Voilà. La réforme systémique, il y avait 4 axes à cette réforme. Je veux ici, si vous me permettez, les rappeler rapidement. Bien sûr. L'amélioration des conditions d'emploi et de rémunération. On peut dire que depuis octobre 2019, le Ségur de la santé, puis l'accord d'Île-la-Forcade, puis la conférence des métiers qui s'est tenue le 18 février, il y a bien sûr eu des gestes importants du gouvernement sur la question des conditions de rémunération. Il y a la question des conditions d'emploi et de l'augmentation du ratio. Là-dessus, on voit bien qu'on a des difficultés à avancer. Il y a le deuxième axe que nous préconisions, c'est la réduction de la sinistralité et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Il y a un plan aujourd'hui qui se dessine, mais on ne le voit absolument sur le terrain aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'initiatives, mais on voit bien que on doit continuer à avancer cette question de la réduction de la sinistralité, parce qu'il y a des professionnels qui s'épuisent aujourd'hui et qui sont dégoûtés du métier et qui vont le quitter. Voilà, c'est quand même cette réalité-là. Et donc, il faut autant travailler sur le sourcing, avoir plus de monde à l'entrée, mais sur la fidélisation, si on ne tient pas ces 2 aspects-là, on n'y arrivera pas. Le troisième aspect, c'est bien sûr la modernisation des formations et le développement des formations. On voit bien que là, avec le rapport Le Boulaert, avec les présidents de conseils régionaux et l'État, il y a eu en nombre des formations qui ont été augmentées d'AES et également d'aides-soignants. Est-ce que c'est suffisant? Je crois que la modalité apprentissage doit encore beaucoup plus se développer et c'est vrai d'autant plus, notamment dans le secteur public. Donc on voit bien que, on n'était qu'à 600 apprentis aides-soignants en 2019. Aujourd'hui, on est à plus de, je crois, 2005, avait dit Brigitte Bourguignon il y a 6 mois, mais on voit bien qu'il faut continuer à développer et on sait que sur le domicile, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, bien sûr, la modalité de l'alternance. Donc ça, c'est un point extrêmement important. La VAE, on avance très difficilement sur la VAE. Or, c'est un élément majeur, c'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont développé des compétences mais qui ne sont pas reconnues. Donc, c'est un problème pour leur rémunération, mais c'est un problème aussi en termes de responsabilité. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive vraiment à développer la VAE. Sur les formations aux troubles cognitifs et la formation type ASG pour tous les professionnels qui interviennent au domicile, on voit bien qu'on a aussi des difficultés et la reconnaissance même du secteur de prendre soin dans sa globalité. J'imagine que Thibault en parlera, je ne m'étends pas sur le sujet. Et puis le dernier enjeu, c'est l'organisation du travail, c'est les nouvelles méthodes, c'est-à-dire qu'on a une forte attente et de reconnaissance et d'autonomie des professionnels, de décloisonnement, de coordination. Et on voit bien que cela, dans le management, que dans les formations et des managers, mais aussi dans la capacité de laisser des espaces de liberté aux professionnels sur le terrain, de gestion des plannings et autres, on voit bien que là-dessus, on n'a pas suffisamment avancé, même si aujourd'hui, il faut le dire, il y a des financements sur le management qui ont été mis en œuvre par l'État. Voilà, il y a quand même des choses du plan métier qui sont mises en œuvre. Est-ce qu'on en voit déjà aujourd'hui les fruits sur le terrain? Malheureusement, pas encore. Mais il faudra du temps, bien évidemment. Merci. Donc, je prends la main, Thierry, hein, Oui. pour donner la parole peut-être à Antoine Perrin. Peut-être même question sur votre sentiment sur la réponse gouvernementale. Est-ce qu'elle est à la hauteur à date hein, du problème des enjeux à venir? Et peut-être aussi, puisque Myriam El Khomri, évidemment, son rapport était axé sur le grand âge, peut-être nous dire si sur le champ du handicap, les spécificités sont voilà, sont différentes en ce qui concerne les tensions sur le recrutement. Oui, merci. Bonjour à tous. Bah, écoutez, pour répondre à votre première question sur est-ce que la réponse du gouvernement est à la hauteur, enfin, reconnaissons quand même que c'est un effort considérable qui est fait très rapidement sur les revalorisations de tous les métiers. Et d'ailleurs, la conférence sociale a été plus loin que ce qui avait été initialement annoncé, puisque ce sont tous les métiers socio-éducatifs qui finalement ont été revalorisés alors qu'il n'en était pas question au début. Donc l'effort est considérable. Maintenant, est-ce que cet effort est suffisant financièrement? Dans la perception qu'ont les salariés, pas forcément. Mais s'il y a cette perception que ça n'est pas suffisant, c'est peut-être que le problème n'est pas que là. Et il y a dans tous les métiers de la santé un désenchantement par rapport à une mission qui n'est plus perçue
comme valorisante pour un parcours professionnel comme elle l'était auparavant. Elle n'est plus perçue, les contraintes prédominent, la difficulté du métier prédomine, et ça c'est vrai pour le sanitaire comme pour les personnes âgées, mais également le handicap. Il y a un sentiment de fatigue, peut-être favorisé par l'épidémie de Covid, mais pas simplement, un sentiment peut-être aussi de ne pas trouver le sens, et là c'est là que j'en viens au rapport de Denis Piveteau qui est sorti pendant la conférence sociale. Les métiers globalement ont à retrouver du sens. Peut-être que les métiers du sanitaire ont précédé ce mouvement. J'ai coutume de, enfin, je dis souvent, j'ai démarré ma vie professionnelle comme chirurgien. J'ai travaillé 20 ans comme chirurgien. Quand j'ai démarré ma vie professionnelle, c'était moi qui décidais, moi le chirurgien qui décidais. Je décidais de ce qu'il fallait pour les personnes malades qui venaient demander de se faire opérer. Je décidais de l'organisation, tout était organisé autour de moi. Et si ça posait un problème à quelqu'un, eh ben, il ne le disait pas, ou en tout cas, moi, je ne l'entendais pas. C'était comme ça et ça me paraissait très bien. On voit bien que 40 ans après, les choses ont complètement changé dans le sanitaire, avec une revendication parfaitement légitime des usagers, des personnes, d'être reconnus en tant que citoyen à part entière et avoir la place pour la détermination de son métier. Et si je dis ça, c'est que pour le médico-social, on n'est pas au même niveau. On arrive avec retard et il n'y a pas cet enchantement que l'on peut retrouver dans certains métiers où on a retrouvé le sens, et en particulier dans le handicap, et Denis Piveteau le dit très très bien dans son rapport sur l'attractivité, c'est que on n'est plus les citoyens qui sont porteurs de handicap depuis 2005, d'abord 2002, la loi Kouchner, puis 2005, la loi sur les droits des personnes handicapées, progressivement sont dans une revendication légitime de citoyens pouvant exercer normalement toute sa citoyenneté, autodéterminer ses choix et avoir un parcours de vie le plus proche possible de ce qui est possible pour tous les citoyens. Et dans la vie professionnelle des professionnels du handicap, les formations, les pratiques sont les pratiques de professionnels vers les personnes porteuses de handicap. Ce ne sont pas des pratiques d'autodétermination d'un choix et de partage du choix entre un sachant professionnel et un sachant dans sa vie courante qui est une personne handicapée. Et donc, le désenchantement actuel, la situation du handicap qui peine à être reconnue, qui peine à être valorisée, fait que les métiers qui n'ont pas fait cette mutation d'une révolution copernicienne de professionnels qui ont une connaissance technique de ce qui est possible de faire pour une personne handicapée, d'aller vers cette personne handicapée pour, avec elle, construire son choix de vie, construire son accompagnement, quelle que soit sa capacité d'ailleurs à exercer ce choix. Donc cette révolution n'est pas faite. Et donc ça favorise le désenchantement avec un secteur du handicap qui est en grand questionnement et qui peine à recruter parce que le sens n'est pas trouvé par les professionnels qui y exercent déjà et donc par ceux qui veulent y entrer. Donc il y a tout un travail à faire de refonte à partir de connaissances bien plus précises aujourd'hui qu'hier de ce qu'il est possible de faire, de refonte de ce qu'est la construction d'un parcours de vie et d'accompagnement dans ces métiers du grand âge et dans ces métiers du handicap. Merci beaucoup Antoine Perrin. Alors pour continuer de comprendre ce problème de tension entre l'offre et la demande, hein, qui a été évoqué, celui de la désaffection aussi, hein, pour ces métiers, n'est pas né d'hier, enfin, ni d'aujourd'hui. Ça date depuis, ça fait quelques années maintenant. Sandra Bertheusen, je rappelle que vous êtes professeure au Conservatoire national des arts et métiers. Comment est-ce on en est arrivé là, selon vous? Alors, votre question n'est pas simple, là, Edouard, parce que j'aimerais bien vous expliquer qu'il y a une seule réponse, une cause unique qu'on va pouvoir étudier et donc trouver des solutions facilement, mais évidemment, ce n'est pas le cas.
On a des tas de phénomènes qui sont à l'œuvre, une multitude d'actions et de rétroactions au fil des années qui font que l'on en arrive à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Alors, globalement, ce que l'on pourrait citer, c'est sur le plan socio-culturel, on a quand même un problème avec l'image que renvoient les métiers. Hein, ces métiers du soin, du prendre soin, qui ne correspondent plus tout à fait à ce que souhaitent les personnes globalement depuis les années 90. Hein, une image essentiellement féminine qui renvoie à des tâches qui coulent de source, hein, puisqu'il s'agit de prendre soin. Donc, si ça coule de source, eh bien, ça ne nécessite pas beaucoup de compétences techniques, ce qui ne donne pas beaucoup de perspectives en termes de carrière et de salaire. Et cette image, on voit bien, a du mal à évoluer au fil des années parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vient bousculer tout cela dans les pratiques. On le voit par exemple avec l'utilisation du numérique ou encore la participation à des tiers-lieux hein, qui sont encore extrêmement timides. Alors, et c'est lié. Hein, on n'a pas encore en France vraiment d'IDE, d'infirmiers diplômés d'État, de pratique avancée. On n'a pas de doctorat en sciences infirmières. Donc, les métiers du soin et du prendre soin manquent, semble-t-il, de ces figures de proue qui donnent cette légitimité sur le plan scientifique et ensuite sur le plan politique et stratégique au sein des établissements. Alors, ça, c'est le premier volet. Sur le deuxième volet, toujours sur ce plan socio-culturel, je pense qu'il faut parler de la transformation des habitudes de vie. Hein, les générations se succèdent, mais le métier et les conditions d'exercice restent globalement identiques. Alors que là aussi, depuis les années 90, les individus aspirent à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, quand il faut travailler le soir, la nuit, le week-end, et qu'en contrepartie, on a peu de perspectives de carrière ou des salaires qui semblent trop faibles, vous voyez que le compte n'y est pas. Ensuite, on pourrait évoquer le plan réglementaire, politique. Évidemment, les deux sont liés. On pourrait parler des réformes qui se succèdent. Alors, on ne va pas parler évidemment des réformes sur le plan sanitaire, mais plutôt sur le plan social et médico-social, où on a, dans cette même mouvance, début des années 2000, fin des années 90, la réforme des 35 heures et puis la réforme de l'action sociale et médico-sociale. Et spontanément, on se rend compte qu'elles ne servent pas, ces réformes-là, de levier en faveur de la transformation des services et des établissements. Hein, le plus souvent, les textes sont plaqués sur les organisations qui existent. On ne s'en sert pas pour les transformer. Alors, ça s'explique, hein, on manque de temps, on manque de compétences disponibles. Alors, forcément, au bout du compte, année après année, le résultat reste mitigé. Alors, les textes seuls ne peuvent pas transformer les pratiques et en retour, l'amélioration de la qualité des accompagnements, la qualité de vie au travail, l'attractivité des métiers ne dépend pas uniquement du politique et du législateur. Et dans ce sillage, vous avez bien sûr les règles de financement qui n'encouragent pas au maintien de l'autonomie, qui ne tiennent pas compte de la richesse immatérielle qui est produite par les professionnels et qui montrent juste, qui mettent en exergue les dépenses qui sont réalisées. Donc, vous voyez, ça contribue quand même à entretenir un métier, des métiers qui ne sont pas porteurs de valeur ajoutée extrêmement visible pour ceux qui auront envie de s'engager. Et dès le début des années 2000, on observe donc avec ce mouvement-là les premières grandes difficultés à recruter et un recours plus massif au travail intérimaire. Et là, on se rend compte immédiatement des premiers effets pervers de cette pratique si elle n'est pas accompagnée d'une politique adéquate, d'un mentorat robuste à l'intérieur des équipes. Et on retrouve dans la littérature des tas d'exemples qui montrent ces effets pervers. Manque de connaissances, manque d'engagement, manque d'implication, d'interaction avec les autres membres de l'équipe et au final, les premières dégradations de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail. Et ça s'observe déjà depuis plus de 20 ans. Donc, par-dessus tout cela, vous ajoutez une sorte de paralysie face à la situation démographique. On sait depuis plusieurs décennies que notre population vieillit, que les personnes à accompagner sont toujours plus nombreuses, en perte d'autonomie, mais les modèles d'établissement sont globalement identiques et les métiers aussi. D'où l'intérêt majeur, et Myriam El Khomri l'a souligné à l'instant, d'accentuer les innovations en matière de formation, en matière de management destinées à ce secteur-là. Et puis aussi, évidemment,
Vous avez la pandémie qui en rajoute, hein, tension extrême, surcharge de travail, alors que paradoxalement, toutes les parties prenantes s'accordent sur la place privilégiée à accorder à l'humain dans ce secteur. Mais voilà, on est toujours dans ce mouvement qui affecte davantage le capital humain, hein, donc les connaissances dont disposent les personnes et qu'elles emportent avec elles quand elles quittent un service ou un établissement, et qui du coup impactent motivation, créativité, attitude, comportement, savoir-faire, etc. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, mais voici à peu près tout ce que vous pouvez dire. Merci beaucoup, Sandra, merci infiniment. On va aller vers les solutions et je voudrais donner la parole à Aline Crépin, donc, qui est, je rappelle, spécialiste des services en ressources humaines pour le groupe Randstad. Vous, quel regard vous portez sur les difficultés actuelles de recrutement auxquelles le secteur est confronté? Est-ce que vous voyez déjà ce que vous avez constaté, des freins au recrutement qui pourraient être éventuellement levés facilement? Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Je pense que si j'avais trouvé la baguette magique qui permet de lever les freins au recrutement immédiatement, je pense que je serais peut-être pas là avec vous. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de baguette magique, mais on a vu tout à l'heure, c'est sûr que le secteur a des difficultés de recrutement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tension globale en fait sur aussi tous les secteurs. On a évoqué tout à l'heure la pandémie qui a renforcé ce sujet, qui a renforcé le besoin de se sentir utile, le besoin de pouvoir se lever le matin en étant sûr de ce pourquoi on se lève. Ça, c'est sûr que ça a renforcé nos difficultés de recrutement, quels que soient les secteurs, et en particulier sur celui-là, bien entendu, qui avait déjà des tensions très fortes. Alors, peut-être pour appuyer le fait que, bien entendu, on a les questions de la rémunération sur ce secteur, et ça, on en est tous très conscients. Mais on l'a pu déjà le souligner dans les interventions précédentes. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont des freins au recrutement et que nous pouvons voir, nous, dans notre métier d'intermédiaire de l'emploi, notamment. Pourquoi les gens viennent s'inscrire dans des agences d'intérim plutôt que d'aller sur un emploi permanent? C'est souvent parce que ça leur permet aussi d'avoir un choix en termes d'horaire, en termes de planification qu'ils n'ont pas la possibilité de faire dans leurs propres établissements. C'est aussi la possibilité de changer à certains moments d'établissement pour pouvoir, notamment quand ils ont à prendre en charge des pathologies difficiles, de pouvoir aussi avoir à certains moments d'autres types d'accompagnement à mettre en œuvre qui permettent aussi, là encore, de souffler. On a beaucoup parlé tout à l'heure de pénibilité. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui sont pénibles physiquement, qui sont pénibles psychologiquement. Et le fait de pouvoir aussi changer d'environnement, changer de métier, à certains moments, changer d'organisation aussi, est quelque chose qui peut être attractif. Même si, encore une fois, je dirais la base, tout ce qu'on a pu expliquer tout à l'heure, se ressent aussi sur les personnes qui vont venir candidater sur du travail temporaire. Et puis, je pense qu'il est important aussi de souligner ce que disait Madame Pertezen tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient en tant que travailleur temporaire, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'encadrement, il a besoin d'être au sein d'un collectif et d'une équipe. Sinon, là encore, ça ne tient pas et on a du coup aussi des gens qui vont pouvoir être déçus et sortir aussi de ce métier, aller chercher d'autres types de métiers. Il y a aussi, on a parlé beaucoup des perspectives de carrière et ça c'est un point particulièrement important, lié d'ailleurs à l'organisation et à l'articulation des formations qui sont un peu monolithiques aujourd'hui et qui nécessiteraient d'être probablement articulées par bloc de compétences
pour pouvoir accélérer aussi le passage d'un métier à l'autre et de pouvoir vraiment bénéficier de ces compétences transférables. Et puis un point aussi qu'on n'a pas souligné, mais qui est parfois un frein, c'est la question du transport vers certains centres qui peuvent être excentrés, éloignés des cœurs de ville. Et là, ça peut, et surtout en ce moment avec les questions de tension sur tout ce qui est énergie, ça peut aussi générer des freins sur certains établissements. Donc, en tout cas, voilà, une myriade probablement de causes. Alors là encore, on est aussi en train d'explorer ça, notamment avec le cercle, puisqu'on a lancé une étude justement pour voir quels sont les freins et comment on pourrait y remédier. Mais c'est très clairement, en tout cas pour nous et notamment pour l'appel médical qui est la marque qui travaille le plus sur ces métiers-là. Voilà ce que je pouvais dire ce soir, en tout cas sur les tensions de recrutement et leurs causes malheureusement multiples. Merci Aline. Thierry. Oui, peut-être, Myriam El Khomri, peut-être une réaction, ou sinon on fera un petit paquet cadeau avec la suite des questions. Non. Peut-être juste un témoignage. Lorsqu'on a fait le rapport en octobre 2019, les principales demandes, et c'était avant la crise du Covid, donc en plus, c'était les demandes, c'était l'autonomie dans le travail, la capacité à s'organiser soi-même, les modes de management et donner du sens au travail, avoir des projets, avoir du lien avec les familles, associer les professionnels à la décision, et puis une gestion de carrière personnalisée, c'est-à-dire en termes de formation, de mobilité professionnelle, d'organisation du temps de travail, voire même des véhicules de service ou de fonction lorsque c'est le cas. C'est pour ça que la question de la mobilité, elle a été aussi au centre du rapport à l'époque. Donc là, je retrouve bien évidemment les dires de tous les professionnels lorsque nous les avions rencontrés. Très bien, merci. Mais précisément, vous faites une introduction parfaite à la suite de la discussion qu'on essaie d'avoir, puisque l'idée, c'est quand même aussi d'essayer d'avoir un chemin. Hein. On est vraiment dans cette dimension, pas 2050, mais 2030. On a bien compris qu'on avait finalement une forme d'ambition qui allait au-delà chronologiquement de ce qu'on pouvait imaginer. Mais on voit bien que quand on vous écoute, on est finalement confronté à une forme de situation un peu de figement et on essaie de redonner de la dynamique. Et dans cette dynamique, il y a le rôle de l'État. Et effectivement, à la fois dans la régulation, dans le cadre qu'il peut proposer, mais il y a un autre aspect, c'est un aspect, on va dire, plus direct, hein, qui est un peu et qui se présente à l'ensemble des acteurs, des structures gestionnaires. C'est finalement le fait qu'à un moment donné, elles peuvent aussi, de leur côté, mettre en place, alors ça a commencé à être abordé, hein, à la fois dans ce que vous disiez, dans ce que pouvait dire Aline Crépin, quel serait, donc on va essayer de faire un petit tour de table, quel serait selon vous une forme le levier qu'il faudrait agiter prioritairement, le ou les leviers qu'il faudrait agiter prioritairement au sein des structures, hein, donc là on n'est plus dans l'État, et qui permettrait derrière de rendre finalement les métiers et ces métiers le plus désirables possible. Alors, nombreux, hein, on a évoqué la question du sens, Antoine Perrin a évoqué la question du sens, mais qui est difficilement décrétable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la question du sens se construit. Il y a la responsabilisation, le management, l'innovation, les perspectives de carrière, il y a plein de choses. Et peut-être pour débuter ce tour de table sur cette question-là plus particulière, Joanne Girard, du côté de la Croix-Rouge, je crois que vous ne manquez pas d'idées, j'en suis même sûr. Et ben voilà, on serait ravis d'avoir… Merci. Merci Thierry. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Très bien. Parfait, ok. Alors, je vais essayer de faire très court aussi, bien évidemment, pour respecter le temps de parole de mes collègues. Évidemment, il y a un continuum dans les éléments qui ont été décrits précédemment, et j'en remercie les différents intervenants. La question pour redevenir désirable, si je suis professionnel du secteur de la santé, aide-soignant, infirmier, bah, effectivement, il y a la question du sens. J'y reviendrai très rapidement. Pourquoi je fais ce métier? À quoi cela fait écho dans mon parcours personnel et professionnel? Quelle place à l'affect et quelle place aussi des émotions dans le métier que j'exerce du care, parce que souvent trop négligé. Et finalement aussi au regard de l'évolution, parce que la société évolue dans les modalités de communication, quelle place à l'innovation
pour me fidéliser dans ce métier et comment ce métier évolue avec l'innovation pour le rendre encore plus attractif. Alors, je vais essayer d'y répondre très rapidement sur le sens ou la notion de contresens. Pour faire très court, on se rend compte que comment soutenir l'autonomie des personnes accompagnées, reconnaître cette présomption d'autonomie des personnes âgées en situation de vulnérabilité, si moi, en tant que professionnel, on m'en prive. C'est-à-dire qu'on me prive de cette autonomie historique. Je vais pas revenir encore sur les différents échanges qu'on a eus par différentes manières sur les phénomènes de taylorisation. Ben, c'est effectivement une action, et je pense que Thibault en reviendra grandement là-dessus, donc c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin, sur l'alignement des principes d'autonomie dans toute la cascade intra-opérateur, c'est-à-dire toute la ligne managériale de la gouvernance jusqu'au plus près du chevet de la personne accompagnée. Mais aussi auprès des acteurs et des pouvoirs publics, ARS, conseil départemental et législateurs. Parce que sinon, c'est un phénomène en cascade de différents interlocuteurs qui vont être pris en permanence dans des formes d'injonctions paradoxales par rapport à enjeux d'autonomie versus risque et responsabilité. À la question justement aussi sur qu'est-ce qui fait sens et pourquoi je fais ce métier. Je fais ce métier pour la relation à l'autre, la qualité de l'écoute, la qualité relationnelle. Et dans cela, fait écho quand même aux compétences relationnelles. À ce jour, pourquoi une infirmière voudrait venir en EHPAD ou en SIAD à domicile? Ce n'est pas pour la technicité. Ou sinon, elle irait en néonat ou en neurochir. Elle vient chercher, ou il vient chercher cette notion de relation. Or, la compétence relationnelle à ce jour est sous-évaluée, sous-reconnue, non valorisée dans la traçabilité des actes et donc dans les financements. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine tension au regard des modalités structurelles de financement de notre secteur et finalement la recherche de pourquoi les professionnels viennent dans le secteur de la gérontologie, par exemple, si je fais ce focus là-dessus. Je n'irai pas forcément sur le champ du handicap, mais on pourrait tout à fait y aller. Et alors, à la question sur la place des émotions, comment on les gère? Est-ce finalement compatible de s'engager dans les métiers du care et d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité quand on est face à une dynamique de financement, d'organisation basée sur une finalité de financement à l'acte, à la tournée, à la performance, à une forme de codification de l'humain d'une certaine manière? Oui, c'est possible, pourquoi pas, mais il ne faut pas négliger l'impact sur l'émotion du soignant. Et cela, à ce jour, cet impact, il n'est pas mesuré, il n'est pas accompagné, voire il n'est pas managé. Et il me semble en tout cas essentiel, effectivement, de pouvoir reprendre en compte cet élément-là dans nos organisations et lui faire sa juste place. Enfin, les générations évoluent, comme je l'ai dit. Les modalités de communication, d'interaction sociale évoluent. On l'a encore vu dans la crise sanitaire, le rôle du numérique notamment. Et donc, il me semble important, sur les questions du sens et d'évolution, de prendre en compte par les opérateurs, mais les financeurs derrière aussi, comment la réalité virtuelle peut être un outil de médiation dans la relation du prendre soin. Comment la musicothérapie ou toute autre activité peut être un outil de lutte contre la douleur et une nouvelle manière, une nouvelle pratique infirmier pour accompagner une personne en situation de vulnérabilité. Les innovations organisationnelles pour renforcer le pouvoir d'agir, il reviendra dessus, j'imagine. Et tout à l'heure, Sandra faisait écho au tiers-lieu, l'innovation sociale pour renforcer les rôles et places de toutes les parties prenantes de manière horizontale dans une organisation ouverte et inclusive au cœur des territoires. Voilà quelques éléments qui me semblent intéressants, en tout cas, dans les perspectives pour renforcer cette attractivité dans notre secteur. Merci beaucoup. Peut-être Thibault de Saint-Blancard, du côté d'Allenvie, comment vous voyez les choses? Alors, nous déjà, on considère, et je vais reprendre un peu les propos d'Aline tout à l'heure, on considère que la valorisation du métier, c'est pas, voilà, là aussi, on n'a pas encore trouvé la formule magique pour la trouver. Si c'était simple, effectivement, on le saurait aussi. La valorisation du métier, ce n'est pas forcément quelque chose de précis. C'est plutôt pour nous une somme de choses qu'on doit mettre en place par cohérence. Par exemple, ça peut être un CDI, ça peut être un temps plein, ça peut être une rémunération plus attractive. Ça peut être de la formation, ça peut être plus d'autonomie, ça peut être permettre aux professionnels de se réunir, ça peut être leur permettre aussi de prendre du recul sur leur pratique. Voilà, c'est plus en fait des choses qu'on va avancer, nous en tant qu'employeur par exemple, ou qu'on va avancer en même temps, et cette cohérence qu'on va montrer aux professionnels qui font qu'ils vont avoir l'impression d'évoluer dans le cadre le plus
le plus sécurisant possible et qui vont avoir l'impression que cette responsabilité qu'ils ont de fait quand ils sont au contact de personnes fragiles, eh bien, cette responsabilité, on va la considérer et on va leur donner les moyens de l'exercer. Donc, plus concrètement, alors, ce qu'il faut noter déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de structures qui se posent la question aujourd'hui dans le secteur des domiciles. Je pense notamment aux structures qui sont en collectif Humain d'abord, qui essaient de faire évoluer leurs organisations. Je pense également à certains établissements comme la Croix-Rouge ou d'autres qui se posent pas mal de questions. Il y a effectivement la question de la responsabilisation, pardon. Parce que quand on est seul avec une personne fragile, de fait, on a une responsabilité importante. Et donc, comment est-ce qu'on va faire en sorte de permettre à ces professionnels de l'exercer le plus sereinement possible? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les décisions soient prises par les bonnes personnes, que les professionnels prennent les décisions qui les concernent, que les responsables du secteur encadrants ou autres prennent aussi des décisions qui les concernent, et du coup, qu'il y ait une vraie co-responsabilité finalement qui se mette en place avec un travail en équipe où les professionnels du terrain ne travaillent pas pour leurs encadrants, mais au contraire, tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est vraiment important. Et cette responsabilisation, c'est vraiment le prérequis. L'autre point important à nos yeux, c'est la formation. Donc ça, on en a pas mal parlé déjà ce soir, mais évidemment, c'est extrêmement important, notamment sur la dimension humaine du métier. La formation, quand on forme nos professionnels, on leur fait passer des messages. Quand on met en place dans une structure des formations autour de la dimension humaine du métier, quand on apprend à bien communiquer en toutes circonstances, quand on apprend à prendre du recul sur ses pratiques, quand on apprend à identifier ses émotions pour mieux communiquer, c'est un message aussi qu'on fait passer à ces professionnels de voilà, on sait que votre métier est difficile et donc on va vous former sur ces thématiques-là. Et donc le fait d'avoir une culture apprenante dans une structure, c'est extrêmement important, et le fait de pouvoir apprendre en continu, voilà, c'est aussi important. Après, c'est pas obligé. Là-dessus, on parle pas de dizaines d'heures par mois, on parle d'heures qui sont disséminées au fil de l'eau, et une formation, évidemment, ça commence par une analyse de pratique et un partage dans les pratiques. Donc ça, pour nous, voilà, c'est très important, et c'est aussi comme ça qu'on va créer au fur et à mesure dans les structures des communautés apprenantes. Et enfin, dernier point qui peut aussi favoriser la valorisation, c'est des outils. Alors on parle beaucoup des outils souvent comme une finalité. Les outils, s'ils sont bien conçus et bien développés, ça peut être un formidable moyen de permettre justement une vraie collaboration, de permettre une transparence dans les informations, et donc ça peut contribuer assez fortement à cette valorisation. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Antoine Perrin, peut-être votre point de vue? Oui, tout ce qui a été dit est majeur, donc je ne reviens pas dessus, si ce n'est pour dire que c'est important. Mais moi, je voudrais quand même rajouter ou revenir sur la révolution, j'ai envie de dire copernicienne, qu'on doit attendre de ces métiers. En reconnaissant la place aussi importante que celle du professionnel de la personne concernée par le soin ou l'accompagnement. Reconnaissance du savoir expérientiel des malades, des personnes âgées, des personnes handicapées, qui sont les premières à vivre ce qu'elles vivent. Je vais prendre un exemple un peu extrême. Pour quelle raison les services de soins palliatifs recrutent, ont des infirmières, ont des aides-soignants, ont des médecins dans un environnement qui est assez dramatique, puisque c'est la mort forcément qui arrive au bout. C'est parce que les services de soins palliatifs, la réflexion sur les soins palliatifs s'est faite autour de la reconnaissance de la place de la personne, de la prise en compte totale des attentes, des besoins de ces personnes. Ça a complètement changé ces métiers, qui sont pas simplement l'infirmière qui va faire l'injection de produits morphiniques pour soulager la douleur, c'est l'infirmière qui, avec la personne concernée, en lien avec toute son équipe, contribue avec la personne elle-même sur son parcours de vie ou ce qu'il en reste. Dans le handicap, pour les personnes âgées, c'est la même chose. Le désenchantement vient que les professionnels vivent mal
le fait que même si on améliore la QVT, si on améliore le travail en équipe, si on améliore la responsabilité, l'autonomie, tout ça, il faut absolument le faire. Mais le sens du métier qu'ils ont vis-à-vis des personnes. Un éducateur spécialisé ne doit plus être qu'un professionnel qui a un savoir, une technique qu'il transpose vis-à-vis de la personne. Si cet éducateur spécialisé reconnaît par la culture qu'il en a, par la culture que la société en a. On parle beaucoup de la société inclusive, mais la société inclusive, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. C'est la reconnaissance totale de la citoyenneté entière des personnes concernées. Donc si cet éducateur spécialisé reconnaît le savoir expérientiel de la personne qu'il a en face de lui, et qu'avec cette personne, lui avec son savoir professionnel, elle avec son savoir expérientiel, ils construisent ensemble le projet de vie cette personne, ça change complètement le métier, ça lui redonne du sens et ça lui redonne de l'intérêt. Et je pense que demain, si on veut, et il faut, si on veut récupérer, retrouver des professionnels, il faut que ce soit des nouveaux métiers, même avec le même acquis technique, le même acquis culturel, ce soit des nouveaux métiers, des nouvelles pratiques qui s'opèrent. Et donc, j'y crois beaucoup, mais c'est comme ça qu'on redonnera de l'intérêt à ces métiers et comme ça qu'on permettra que des citoyens à part entière, quels qu'ils soient, quelle que soit leur capacité à l'exercer, puissent l'exercer au maximum en lien avec des professionnels et en lien avec la société, en lien avec les aidants, les familles, le voisinage, parce que tout ça deviendra un ensemble, j'ai envie de dire presque tellement fluide que la place de chacun sera évidente avec la reconnaissance de la place de l'autre. Merci beaucoup. Sandra Berthezen, votre point de vue sur ce qui devrait aujourd'hui être mis en place prioritairement. Une fois de plus, il est impossible de répondre à votre question en une phrase. C'est ce qui en fait le charme. Si on écoute bien tout ce qui a été dit auparavant, en fait, tout a été dit, toutes les réponses ont été posées. Les objectifs à atteindre en matière de management, Myriam El Khomri les a très bien rappelés. Et ensuite, M. Perrin l'a tout à fait à la fin, nous a expliqué la révolution à opérer entre les deux. Thibaut de Saint-Blancard et Joanne Girard nous ont expliqué ce qu'ils faisaient dans leur propre organisation pour opérer justement ces changements. Donc moi, ce que je peux vous dire en tant qu'enseignant-chercheur, c'est que tous les travaux montrent évidemment que tout va dans le sens de ce qu'a expliqué Antoine Perrin. Il faut opérer cette transformation, mais cette transformation, malheureusement, elle n'est pas, et en même temps c'est un défi qui est intéressant, elle n'est pas qu'organisationnelle, cette transformation. Admettre que les résidents ou les patients en fin de vie puissent avoir des connaissances et que l'on construise ensemble quelque chose de nouveau, ça ne coule pas de source. Cela suppose de laisser de côté tout ce que l'on nous a inculqué. Cela suppose de laisser de côté une organisation qui est quand même hyper hiérarchisée, hyper cloisonnée, une organisation de type bureaucratie wébérienne assez traditionnelle où l'on occupe un poste en fonction d'une règle qui a été établie et pas forcément en fonction d'une expertise qu'on nous reconnaît. Et là, il faudra faire un pas de côté qui est absolument énorme, à la fois d'un point de vue donc épistémologique, du point de vue de la construction de la connaissance qu'on va opérer ensemble. Une fois de plus, ça ne coule pas de source. Vous voyez, quand on est enseignant, on est derrière son bureau et on nous écoute. On est le sachant et on attend tout du sachant, on attend qu'il nous donne toutes les réponses à nos questions. Les équipes attendent tout de leur cadre. Elles attendent qu'on leur donne les réponses à leurs problématiques de terrain. Donc, aller expliquer que les connaissances vont aussi pouvoir construites avec quelqu'un qui est malade ou avec quelqu'un qui est dépendant, vous voyez, ça ne coule pas de source. Ça veut dire que celui qui a le pouvoir, celui qui a une forme d'autorité, va devoir aussi partager ça. Et ça s'apprend. Nous avons aussi notre part à prendre dans ce chemin-là au sein de l'enseignement supérieur ou pas, du reste. Et ça, c'est un gros, gros travail. Mais me semble-t-il, c'est la voie à suivre pour avoir sur le terrain, j'aime cette image, des ingénieurs qui soient aussi des bricoleurs. Parce que si vous voulez, on nous a quand même invités à devenir des ingénieurs, au sens de Lévi-Strauss. L'ingénieur, il va préparer des plans,
Et en fonction de ces plans-là, il pourra atteindre son objectif, si vous voulez. Mais ça fonctionne très bien dans un environnement à peu près stable. Mais dès lors qu'on est dans cet environnement complètement bouleversé, il est bouleversé depuis déjà pas mal de temps. Ce bouleversement est encore plus palpable depuis la pandémie, bien sûr. Mais du coup, comment voulez-vous suivre les plans? On ne peut pas suivre les plans à la lettre, il faut devenir un petit peu bricoleur. Je ne vous dis pas qu'il faut être soit l'un, soit l'autre, il faut être un petit peu les deux. C'est cette fameuse dialogie qu'il faudrait opérer en faisant ce pas de côté. Parce que le bricoleur, il n'improvise pas, contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire. Il est vraiment à l'image des soignants, de ceux qui prennent soin au quotidien de nos aînés, des personnes les plus vulnérables. Ils connaissent leur métier, ils connaissent leur environnement, ils maîtrisent leurs outils et ils font ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'ils se sont aussi eux-mêmes fixés, à l'image de ce que M. Perrin a expliqué au sein des services de soins palliatifs. Mais si j'ose dire, le chemin sera long parce qu'une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, tout le monde en est convaincu. Mais cela suppose quand même de remettre en question, et ça a été souligné par Joanne Girard, de remettre en question les modes de financement. Parce que, si vous voulez, à partir du moment où on ne met pas en lumière, où on ne montre pas combien coûte le fait de ne pas travailler de cette manière, eh bien, du coup, en creux, on ne montre pas combien va rapporter de mieux travailler auprès de nos aînés ou de personnes vulnérables de manière générale. Et c'est là aussi le défi. Alors, ce n'est pas le lieu ici, mais les techniques existent. On peut tout à fait valoriser les gaspillages de ressources dus aux problèmes, dus au dysfonctionnement. Et ensuite, considérer ces gaspillages de ressources comme des gisements de potentiel dont vont pouvoir s'emparer les professionnels avec nos aînés et aussi avec leurs proches pour améliorer bien sûr la qualité des accompagnements et de manière plus générale la qualité de vie au travail. Vous aurez ainsi une vision un petit peu plus systémique d'un établissement et du secteur pour essayer de jouer sur plusieurs tableaux pour améliorer l'attractivité, hein, en quelque sorte. Mais vous voyez, tout se tient, tout se tient. Très bien, merci. Merci de cette leçon d'ingénierie alors. Parce que c'est un raisonnement d'ingénieur quand même. Myriam El Khomri, je ne vais pas vous poser une question à laquelle on ne peut pas répondre, puisque visiblement on pose des questions impossibles, mais je vais juste vous laisser réagir. Non, mais je pense que tous les intervenants là montrent bien que la durabilité, ce n'est pas qu'en matière environnementale et qu'on a là des clés pour construire une politique sociale durable. Ça demande quoi? Ça demande en effet de sortir d'une taylorisation de ces métiers, parce qu'en effet, le système financier et administratif avait pris le dessus et sur la qualité de vie au travail des professionnels et sur la qualité de service auprès des bénéficiaires, et de reconnaître la relation, le lien, et d'accepter que le sens premier de ce métier, c'est aussi de prévenir la dépendance. Ça va faire plus vite de faire une toilette à quelqu'un que de l'aider à faire faire. Et le sens premier du métier, c'est de l'aider à faire faire. Et je crois que c'est ça qu'on doit retrouver aujourd'hui. Alors, on a donné des pistes, mais on a tellement de chance. C'est des métiers d'avenir qui ont du sens. Tout le monde cherche du sens. C'est des métiers qui ont du sens, dont on a besoin sur tout le territoire, qui ne sont pas délocalisables et qui ne sont pas automatisables. J'ai été ministre de l'Emploi, je peux vous dire qu'il y a peu de métiers qui ont ces caractéristiques-là. Donc oui, investissons et luttons contre ce qu'on appelle les coûts cachés, qui sont les taux d'absentéisme, qui sont la sinistralité, etc., etc. C'est c'est vraiment des métiers d'avenir et porteurs de sens. Très bien, merci. Édouard, merci. Voilà. Oui, merci, c'est très intéressant. J'ai beaucoup apprécié le parallèle sur le recrutement dans les services de soins palliatifs dont a parlé tout à l'heure Antoine Perrin. Bon, après, il est vrai qu'on est quand même très loin de l'accès pour tous aux soins palliatifs. Et je dis ça parce qu'en même temps, je vais donner la parole à une invitée surprise qui était aide-soignante, qui s'appelle Florence Brault et qui va réagir à ce qui vient d'être dit. Bonsoir, déjà je suis ravie de retrouver ici certains d'entre vous que j'ai vus il n'y a pas très longtemps, hier pour être exact.
En fait, j'ai suivi le débat et j'ai aussi suivi le chat parce qu'il s'est dit plein de choses dans le chat. Et il y a un débat qui s'est monté dans le chat et qui est super intéressant. C'est le rôle des aidants et de la paire aidance. Et en fait, je crois que ça regroupe exactement tout le débat. C'est qu'on a parlé d'attractivité, on a parlé de la féminisation de la profession, de la valorisation des métiers. Et on est tous d'accord pour dire que tant que la profession sera très féminine, il sera très compliqué de la valoriser, puisque comme chacun sait, les professions du care sont des professions du prendre soin et c'est typiquement la place qui est dévolue aux femmes dans la société depuis des générations. Donc en fait, pourquoi valoriser un métier que les femmes font gratuitement à la maison? Là, elles le font pour un salaire, mais après tout, ça ne vaut pas grand-chose de plus que ce qu'elles font à la maison. Donc, en effet, pourquoi leur donner un peu plus de pouvoir? On a tout intérêt à ne pas leur en donner, au contraire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes sur le chat et sur la visio, mais je suis désolée pour les hommes. Mais il y a ce rôle en fait de la paire aidance et ce qu'on appelle le patient partenaire ou le patient expert qui est en train d'émerger dans la société. Donc, je tenais à signaler l'existence d'un DU qui existe, qui se monte en ce moment à Rennes et à Brest sur la construction du partenariat entre soignants et patients résidents. Donc, c'est la première promotion à Brest et Rennes. Il y en a d'autres qui existent un peu sur le même thème. Et il existe aussi des initiatives. Alors, je pense à l'HSTV à Rennes. Donc, c'est un groupement d'EHPAD. Eux, ils font des formations pour les soignants et ils font intervenir des résidents formateurs. Donc, je tiens à souligner que c'est important parce qu'au fond, ce qu'on a dit là pendant tout le débat, c'est qu'il y avait la perte de sens parce que la relation est ce qu'il y a de plus important dans le métier et c'est cette relation qui n'est pas cotée, qui n'est pas valorisée, qu'on ne peut pas évaluer. Et pourtant, la relation, c'est la base de notre métier. C'est-à-dire que je peux faire un soin technique absolument parfait, mais si je n'ai pas réussi à entrer en relation avec la personne, si je n'ai pas réussi à savoir ce qu'elle attendait de moi, à implanter une relation de qualité, mon soin technique, il ne vaut rien, puisque c'est pas ça le principal. Ok, elle sera bien soignée, mais là, je m'embrouille un petit peu parce que je parle trop vite, mais on est tous d'accord pour dire que la qualité de la relation est ce qu'il y a de plus important. Bien qu'il faut aussi faire un soin technique parfait, parce que sinon, on n'est quand même pas de très bons soignants. Et en fait, on est tous d'accord pour dire justement que cette qualité de relation qui n'est pas évaluée, comment la déterminer, nous, en tant que soignants? C'est quoi une relation de qualité? En fait, ce n'est pas nous qui pouvons la définir, cette relation de qualité, ce n'est pas nos formateurs qui peuvent la définir, ce n'est pas nos tuteurs, ce sont les patients et les résidents eux-mêmes. Qu'attendent-ils de nous, soignants? Qu'attendent-ils de notre soin? Qu'attendent-ils quand on arrive chez eux, quand on entre dans leur chambre? De quoi ont-ils besoin? Et ça, tant qu'on ne leur posera pas la question, on ne pourra pas le savoir à leur place. Et on aura beau faire des concertations, des plans métiers et plein de choses, tant qu'on ne posera pas la question aux premiers concernés, qui sont les personnes accompagnées, on continuera à aller dans le mur parce qu'en effet, moi, mon métier, il n'a aucun sens parce que je vais faire plein de choses techniques, je vais faire plein de choses qui seront parfaites, qui seront codées sur un logiciel. N'empêche que je ne vois pas de sens à mon métier actuellement. Je ne vois pas, c'est tout con, mais je vois très peu de sourires parmi les personnes que j'accompagne. Je me dis qu'ils ont beau être évalués par des certifications, par la HAS, par les ARS, par tout un tas de GIR et de NPI. On n'évalue pas le taux de sourire dans les établissements, on n'évalue pas le taux de bonheur dans les établissements. Et peut-être que le premier soin, c'est le bonheur. Et ce n'est pas être bisounours de ma part de dire ça, mais je crois que c'est sincère en fait. C'est comment est-ce qu'on peut évaluer le bonheur, comment est-ce qu'on peut évaluer le plaisir, autant pour les personnes accompagnées que pour les soignants. Et à partir du moment où on tirera tous deux du plaisir de notre relation et de nos soins, et bien peut-être que là, on pourra enfin évoluer. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci, Florence. Oui, vas-y Thierry. Vas-y. Oui, non, mais merci beaucoup. Juste précisément l'intervention et de Florence et juste avant de Sandra, moi m'amène à une question. On va juste vous proposer un tout petit pas de côté en fait, parce que vous avez abordé la question des aidants et Sandra a abordé la question de l'ingénierie. Et une des définitions de l'ingénieur, c'est quand même quelqu'un qui optimise sous contrainte. C'est de l'optimisation sous contrainte, l'ingénierie. Et quand même, on voit qu'il y a des enjeux très puissants. Myriam El Khomri, vous évoquez 700 000 personnes à recruter, ce qui est quand même assez compliqué. Hein, et si on n'y arrive pas, c'est-à-dire si demain, on a le plus grand mal
à recruter les 700 000 personnes que l'on cherche. Est-ce que dans cette configuration-là, il serait envisageable, ou est-ce que ça peut d'ailleurs servir de solution, de s'appuyer non plus seulement sur des professionnels pour s'occuper des personnes âgées, puisque le thème du webinaire est vraiment de s'occuper des personnes âgées et personnes en situation de handicap, mais de s'appuyer sur les aidants et ou éventuellement sur les bénévoles. Est-ce que c'est des choses auxquelles on peut penser raisonnablement, qu'on peut préparer éventuellement, ou qui vous semblent totalement illusoires? C'est Thibaut qui intervient, ou Myriam El Khomri, comme vous voulez. Mais Thibaut, voilà. Thibaut, parce que effectivement, avec des aides à domicile, il y a une forme de confrontation terrain, et peut-être. Alors, moi, je suis pas spécialiste du sujet des aidants. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est intéressant de changer finalement peut-être les relations qu'ont les aidants avec les différentes structures. Je ne suis pas spécialiste non plus des établissements, donc je ne vais pas parler de la relation des aidants dans les établissements, mais je vais peut-être aborder une nouvelle forme d'accompagnement qui est l'habitat partagé. Voilà, vous avez probablement entendu parler de ces derniers mois, ces dernières années, de pas mal de projets d'habitat partagé qui sortent un peu de terre. Et ce qui est intéressant dans ce format d'accompagnement, c'est que on peut transformer les relations et on va être en co-responsabilité finalement. Si on compare par exemple à un établissement où l'aidant va confier son proche au sein d'une structure, bien là, ce sont déjà dans la plupart des habitats partagés, ce sont les personnes fragiles, qu'elles soient âgées en situation de handicap, qui sont colocataires. La maison, c'est leur domicile, et du coup, le projet de la maison, c'est leur projet et c'est celui de leur famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre d'un conseil des familles ou autre, eh bien, ce sont eux qui ont la main, qui prennent les décisions sur l'accompagnement, sur la structure qui accompagne. C'est eux qui prennent les décisions sur la vie quotidienne, sur les animations, sur les menus, sur le jardin, sur les critères pour accueillir d'autres personnes. Et ça, voilà, on trouve que c'est vraiment intéressant parce que du coup, voilà, ça amène cette co-responsabilité à, voilà, on a des personnes fragiles qui vivent dans un lieu et on va œuvrer ensemble pour qu'ils soient aidés et accompagnés le mieux possible. Voilà, je voulais juste faire un petit… Très bien. Je rajouterais avec une forte implication des familles, quand même, dans ce genre de schéma et de modèle. Mais indispensable. Ouais. Ouais, je passe tout de suite la parole à Myriam El Khomri. Au moment du rapport, en effet, en échangeant avec bon nombre d'auxiliaires de vie, il y a aujourd'hui de plus en plus de formations partagées entre des auxiliaires de vie et des aidants, notamment familiaux. La question de la professionnalisation des aidants familiaux est un point, notamment sur certains troubles cognitifs, sont en train de se développer et on commence à voir un petit peu émerger des entreprises, parce qu'elles ont constaté que les aidants familiaux créaient aussi de l'absentéisme dans leur mission, dans leur travail, et qu'il y avait des besoins aussi d'adaptation. Donc, on voit aussi des entreprises aujourd'hui qui s'engagent pour trouver des solutions et pour aider. Donc, je vois dans le chat, on parle de baluchonnage, de répit, etc. Mais voilà, je fais écho à cela, bien évidemment. Et c'est assez balbutiant en France, quand même, il faut le reconnaître, même s'il y a un plan aidant qui est assez ambitieux. On voit bien qu'aujourd'hui, il se met en œuvre de façon… Il faut s'emparer de ces dispositifs-là. Mais sur les deux questions, comment des personnes en fragilité peuvent former, moi, je voudrais saluer le travail qu'a fait notamment Xavier Emmanueli avec les transmetteurs, puisque c'est une formation aujourd'hui qui est mise en œuvre en direction d'auxiliaires de vie par des personnes en grande fragilité. Et je pense que ça, c'est un mouvement, et si on parle de 2050, ça doit être un mouvement que nous devons impérativement développer à l'échelle de toutes les formations au niveau régional. Donc ça, c'est un premier point. Et en même titre, sur les aidants familiaux qui ont un rôle essentiel. Après, sur la question des bénévoles, sur la question de la place des familles, on attend de plus en plus de l'usager aussi que ce qu'il cherche, c'est
approche globale de sa prise en charge et qu'il souhaite et qu'on voit qu'il y a des métiers aujourd'hui qui sont périphériques et qui ne sont pas non plus reconnus. On parlait de médiation, on parlait d'animation culturelle tout à l'heure, on voit bien sur l'éducation thérapeutique, sur les enjeux de prévention, que là aussi, on a un travail de coordination à faire. Donc, en résumé, le modèle d'avenir, c'est un modèle de collaboration, bien évidemment. Voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Cette question qui visiblement est très provocante et qui fait parler dans le chat, je dois dire, qui est une des façons d'ailleurs d'envisager le problème. La deuxième un peu tension qu'on a commencé à évoquer, qui est quand même celle d'une certaine forme de pénurie qui est en train de s'installer avec des crises. On a eu le Covid, des tensions, il y a la crise ukrainienne, les tensions énergétiques, les tensions sur l'alimentation, risque finalement d'avoir aussi des conséquences sur la façon qu'on va avoir d'envisager un certain nombre de services. Et dans ces conditions, peut-être Antoine Perrin, comment est-ce que vous envisagez finalement le fait de poursuivre et voire même d'améliorer l'accompagnement des personnes âgées handicapées à l'horizon 2050? À quelles conditions finalement on va pouvoir maintenir et renforcer un niveau de qualité d'accompagnement qui, pour des raisons budgétaires, énergétiques, écologiques, des raisons de crise ou de pénurie, pourrait, à des degrés divers, être, je ne vais pas dire remis en cause, mais en tout cas revu possiblement à la baisse? D'abord, je dirais qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que vu le nombre de l'augmentation des personnes âgées déjà, alors je n'entre pas dans les chiffres, mais on les connaît depuis le baby boom va commencer à opérer en 2024. On va avoir une augmentation considérable et donc notre société sera majoritairement âgée et donc nous n'aurons pas le choix de ne pas prendre en compte ces personnes dans leur globalité, dans leur singularité et dans leurs projets. Et je rappelle que les personnes âgées, comme les personnes handicapées, comme pour tout citoyen, la première des choses qu'ils veulent, c'est rester à la maison, à domicile. Donc, on n'a pas encore parlé du domicile, mais donc je l'amène là. Oui, on n'aura pas le choix de prendre en compte ces personnes, donc âgées, mais également personnes porteuses de handicap, qui, depuis progressivement 2002, la loi sur les personnes, la loi Kouchner, puis 2005, progressivement ont été reconnues et se reconnaissent elles-mêmes comme des citoyens à part entière. Et donc, l'affaire Amélie Loquet, par exemple, qui a défrayé la chronique, je rappelle, l'affaire Amélie Loquet, c'était une femme handicapée, lourdement handicapée, qui avait une forme très sévère d'autisme, dont personne ne voulait, qui n'avait pas de solution, qui était à la maison avec ses parents, et les parents vivaient un drame comme cette personne elle-même, parce qu'elle avait des troubles envahissants du développement, elle était agressive, et donc personne n'en voulait. Ils ont attaqué l'État, ils ont gagné. Ce qui veut dire que, au-delà simplement de ce fait divers, les citoyens, tous, quels qu'ils soient, quelle que soit leur capacité, revendiquent la reconnaissance pour chacun de leur citoyenneté et l'exercice de leur citoyenneté qui commence à domicile. Donc cette révolution-là, on aura à la prendre en compte et je suis très optimiste si je vois simplement mon parcours. Je vous disais que j'étais chirurgien quand j'avais démarré, c'était moi qui décidais et c'était très bien comme ça. Je me souviens très très bien que la première fois où j'ai vu une personne arriver en consultation sur une chirurgie que je connaissais bien puisque je faisais beaucoup, la chirurgie de la thyroïde, et que cette personne est arrivée avec son dossier qu'elle avait pris sur Internet et que cette personne savait de quoi il s'agissait, j'ai vécu ça comme une intrusion. Le sachant, c'était moi, c'était pas elle, cette personne. J'ai beaucoup de regrets d'avoir réagi comme ça à l'époque et je peux vous assurer que j'ai changé depuis, heureusement, mais tous les métiers, ça va être comme ça. C'est-à-dire que le savoir est un savoir partagé et la première personne qui compte, c'est la personne qui est concernée. Donc demain, je suis très optimiste. Nous allons forcément changer. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ce sera un changement culturel, un changement sociétal qui fera qu'en 2050, ce sera tout simplement normal. Je voudrais rajouter que la normalité dans cette évolution-là fera que, on parle beaucoup des aidants, mais attention, les aidants, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître également dans leur citoyenneté. Ce sont des personnes qui ont une vie, qui ont un équilibre personnel à mener, qui peuvent avoir un métier, qui ont des besoins, qui ont aussi besoin de répit,
qui ont aussi besoin de développer leurs connaissances, de les acquérir, de les rénover. Et donc, la reconnaissance des aidants devra se faire, y compris par des centres ressources, par exemple, par des centres, des lieux où il y a des répits, ça existe déjà, mais on en développe en plus, de façon à ce que tous les citoyens, quels qu'ils soient concernés par la maladie, qu'ils soient concernés par le handicap, par la dépendance, ou qu'ils soient concernés parce qu'ils sont familles aidants, ou qu'ils soient concernés parce qu'ils sont voisins, ou qu'ils soient concernés parce qu'ils sont professionnels, devront trouver leur place dans un équilibre complètement différent, où ce qui prédominera, c'est la reconnaissance de chaque citoyen à partir de son domicile, quelles que soient ses capacités à exercer ses droits. Très bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être le point de vue de Joanne Girard, dont je dois dire, le pull fait jaser et parler avec beaucoup d'interrogations dans le fil de dialogue. Alors écoutez, je suis désolé, c'est une tenue non conventionnelle, mais qui fait partie de ma tenue des vacances de ski. Et je pense que vous l'aviez compris. C'est-à-dire que comme c'est revenu souvent, je me permets de faire cette… Il n'y a pas de problème, j'ai essayé de prendre le plus beau. Alors, pour rebondir, je vais essayer après ce joke. Alors, selon moi, évidemment… c'est pas la liste est non exhaustive, mais j'essaye de remettre quelques éléments en perspective de nos échanges et voir justement cette qualité à horizon 2050. Ce qui me semble important et par rapport à toute cette matière qui a été travaillée dans nos différents témoignages, il y a un enjeu primordial qui est les équilibres humains qui sont à retrouver entre qualité de l'accompagnement des personnes et qualité de vie au travail de manière synergique. On ne pourra pas le travailler par investissement siloté. C'est ensemble et de manière uniforme. Sinon, on va se tromper sur le sens justement qu'on a tant abordé depuis ce soir et donc, entre autres, l'alignement de la reconnaissance des capacités du pouvoir d'agir des pros et des personnes accompagnées. Renforcer la lisibilité et la cohérence des actions, tant des politiques publiques que des opérateurs. Trop souvent, les démarches sont lancées avec une grande conviction, une forme de pouvoir d'idée, mais de manière silotée, non reliée entre elles, ne permettant pas d'assurer une lisibilité et une compréhension tant pour les professionnels, donc là on parle d'attractivité, etc., que les bénéficiaires eux-mêmes dans ce qui est en train de s'opérer comme transformation. On voit qu'on reste encore dans l'opinion publique ne connaît pas du tout toutes les transformations qui s'opèrent dans notre secteur parce qu'on ne sait pas assurer une cohérence de l'ensemble des investissements, des engagements politiques en la matière de transformation des politiques sociales. Renforcer les compétences managériales dans le secteur des métiers du care, ça me semble essentiel, indispensable, voire même non discutable, si je peux me permettre cela. Je sais que Sandra Berthesen y travaille beaucoup, évidemment, avec son nouveau Master 2 Management Humaniste, mais en tout cas, les compétences de pilotage et de gestion, évidemment, c'est des prérequis de base, mais on ne peut pas négliger les compétences humaines en termes de sciences humaines et en termes de compétences d'innovation si on veut réussir les transformations qui sont nécessaires dans notre secteur d'activité. Accélérer la transformation de l'offre, Monsieur Perrin, Antoine Perrin l'abordait tout à l'heure sur la notion de pôle ressources, etc. Ça me semble indéniable, mais il faut l'accélérer. C'est-à-dire que ça va nécessiter des investissements forts, mais un engagement des opérateurs en la matière et des fédérations aussi pour le porter, pour éviter de rester dans des formes de résistance historique, parfois culturelle, empirique. Et c'est le bon soin, le bon accompagnement au bon moment du parcours de la personne dans une offre hybridée. Lutter contre les conflits de valeurs dans notre activité, c'est l'écho que je faisais tout à l'heure à la place de l'émotion. Ça me semble important. Reconnaître et financer le temps humain nécessaire, prenant en compte la place de la fonction présentielle. C'est un petit joke aussi pour Marianne Monchamp qui l'a parfois abordé aussi dans le cadre de la construction de la branche, au sens noble du terme présentiel, c'est-à-dire ce temps humain nécessaire à l'écoute, la bienveillance, la lutte contre la solitude et l'isolement, tant en établissement qu'à domicile, évidemment, et évidemment, mieux affiner, travailler sur les derniers propos que vous avez abordés, sur l'interaction des professionnels, bénévoles et aidants, en respectant la place et le rôle de chacun, mais tous au service de l'humain. Alors, pour finir, et je me permets cela, certains parlent de plan Marshall, on l'a entendu là récemment, notamment avec les dernières assises sur le secteur. Il est certain en tout cas que nous pourrons atteindre les objectifs humanistes que nous venons d'aborder dans notre secteur que par une dynamique globale et synergique des transformations et politiques sociales en faveur d'une autonomie au sens PA-PH du terme. Très bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être juste avant de passer aux questions, Édouard, voilà, il y a visiblement des choses, mais
Mais peut-être juste une dernière question, parce qu'il y a un propos qui a été soulevé, notamment dans l'introduction, hein, qui était soulevé par Aline sur les difficultés et les tensions qu'il y avait non seulement sur les métiers du care et de l'accompagnement, mais globalement, de façon plus large, sur l'ensemble des métiers. Finalement, on peut dire aussi que la question de l'attractivité, elle dépasse de très loin celle des métiers de l'accompagnement. C'est finalement une forme d'attractivité du travail qui est sans doute, questionnée. Et est-ce que, à votre avis, peut-être Aline et Myriam El Khomri, est-ce qu'il y a des modèles dont on pourrait se servir dans d'autres filières et qui ont montré qu'ils pouvaient, à un moment donné, remettre du mouvement et de la dynamique dans le monde de figement qu'on évoquait, ou à l'inverse, est-ce que précisément tout ce qu'on est en train de se dire là, tout ce qui va être mis en place ou qui est mis en place dans les métiers de l'accompagnement peut servir de modèle à d'autres secteurs? Je pense par exemple à ceux dont on sait qu'ils sont en tension, l'hôtellerie, la restauration ou d'autres choses. Peut-être Aline, et puis ensuite Myriam El Khomri. Oui, alors je pense qu'effectivement, il y a peut-être quand même un message d'espoir parce que là, on se projette en 2050 ou même en 2030, on a quand même beaucoup de gens à recruter, mais ça nous laisse du temps quand même pour agir, mais dès maintenant, en fait. Donc, moi, la première chose, c'est, et là où je pense un certain nombre de secteurs ont pu tirer leur épingle de jeu, c'est dès qu'on va quand même travailler sur l'éducation et dès le début, en fait, de pouvoir rendre ces métiers plus proches, plus intéressants, parce qu'au moment où on va se déterminer pour son métier, pour le futur de son métier, et là encore, on parlait beaucoup de la féminisation de ces métiers, je pense que c'est important aussi que de jeunes garçons, de jeunes hommes puissent se positionner aussi sur ces métiers-là, puisqu'on en a besoin, il y a besoin vraiment d'une mixité, et je pense que ça se passe au niveau de l'école et dès le plus jeune âge, et bien sûr en priorité au niveau du collège aussi, où il y a des choses à mettre en place. Je pense que la question de l'apprentissage, là aussi, elle va être clé, elle va être majeure si on veut pouvoir tester, avancer, intéresser les jeunes générations. Et puis, il faut se pencher sur les besoins, les nouveaux besoins des salariés. On a beaucoup parlé d'autonomie, de responsabilisation, qui va avec l'organisation du travail, la façon dont on va se concevoir dans le collectif aussi. Et je pense qu'il y a cette notion de collectif, parce qu'on on peut se sentir un peu seul aussi sur ces métiers-là, et je pense qu'il faut arriver à montrer à quel point ce collectif autonome, responsable, il peut avoir du sens. Après, il y a effectivement la question de l'équilibre vie pro, vie perso, où là, il faut réinventer peut-être en termes de planning. Ça, on a pu le voir dans d'autres métiers, alors qui n'ont absolument rien à voir, mais il y a par exemple, récemment, je lisais, il y a des problèmes de recrutement dans la coiffure. Parce que la coiffure, il y a un certain nombre de problématiques aussi de présence, notamment le week-end, etc. Et en fait, on a un certain nombre de coiffeurs qui se sont dit, si j'arrive pas à recruter, parce que donc je suis complètement coincée, je repense complètement mes horaires et la façon dont je vais travailler et la façon dont je vais proposer des choses. Donc certains se sont dit, là, c'est pas applicable encore une fois sur ces métiers-là, mais c'est juste la façon dont on peut retravailler, réfléchir sur ses propres organisations. Et cette personne s'est dit, je vais plutôt ouvrir le soir plutôt que le samedi, ce qui permet justement d'attirer d'autres types de personnes sur ces métiers. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, c'est de se dire comment on va pouvoir attirer des gens qui sont a priori pas sur ces métiers-là, mais où on va pouvoir créer des passerelles. Parce que là aussi, on a trop tendance, je pense, à avoir une vision monolithique des métiers, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans un métier, on y est pour la vie, et c'est pas du tout la tendance, ni les appétences, ni la tendance générale de ce qu'on peut observer sur l'ensemble des secteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur un métier, il va falloir pouvoir créer des passerelles d'évolution, des passerelles de formation,
ne pas être obligé de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour pouvoir évoluer sur un autre métier parce que la formation est trop longue, parce qu'elle n'est pas par bloc, parce qu'elle n'est pas compatible avec une vie professionnelle intégrée. Donc, c'est vraiment de pouvoir, je pense, et c'est là où certains métiers ou certaines entreprises, certaines organisations ont pu faire la différence, parce que je pense qu'il n'y a pas un secteur qui s'en sort, voilà, qui a trouvé la martingale. Mais en revanche, il y a à l'intérieur de certains secteurs très pénuriques des entreprises ou des organisations qui ont su se réinventer, retrouver aussi du lien, de la liberté aussi dans l'exercice de son métier. Et c'est comme ça qu'on se raccroche en fait à cette quête de sens qu'on a évoquée, je crois, toutes et tous depuis le début de nos interventions. Très bien, merci beaucoup. Myriam El Khomri. Votre question est compliquée parce que ce n'est pas les mêmes financements dans les autres secteurs d'activité. Non, mais je pense que c'est une vraie différence aussi. Oui. On a des sujets de gouvernance, de partage entre l'État et les départements. On a des différents secteurs, pas de reconnaissance de l'ancienneté d'un secteur à un autre. Mais ce qu'on peut dire quand même globalement, c'est que les secteurs aujourd'hui qui souffrent d'un manque d'attractivité sont souvent liés à des horaires fragmentés, à des rémunérations qui sont basses et à un manque d'investissement dans la formation. Et c'est quand même des éléments importants. Alors, on pourrait s'inspirer du bâtiment sur l'aspect de réduction de la sinistralité. Le bâtiment, en 10 ans, avec une contribution exceptionnelle et avec des plans massifs, ont réussi à faire baisser leur sinistralité d'un quart. Aujourd'hui, le taux d'accident du travail dans le secteur du bâtiment est de 60 pour 1000 salariés, quand il est de 100 pour 1000 dans le secteur du grand âge. Donc, on voit bien le travail à faire en la matière. Par ailleurs, il me semble qu'on a dessiné quelques pistes d'action, mais c'est oublier qu'il y a déjà plein de choses qui se passent dans plein de structures. Et là où on a une difficulté, c'est de passer à l'échelle, justement. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement? Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement en matière de circuits financiers et administratifs? Et c'est là où on est quand même dans un secteur où la sécurité est un élément extrêmement important. Donc, face à cela, on voit bien que les référentiels de compétences, on a du mal à les faire évoluer, que l'innovation pédagogique, on a du mal également parce que c'est extrêmement cadré et on ne peut pas en vouloir, bien évidemment. C'est quand même un cadre spécifique. Et donc, quelle est notre capacité en intelligence à permettre à des expérimentations à se diffuser et à créer un cadre pour cela? Et pour moi, c'est ça un sujet quand même majeur du secteur, c'est qu'aujourd'hui, bien souvent, quand des innovations sont faites, elles sont faites un peu à risque aussi. Voilà, tout le monde n'est pas complètement apaisé de certaines innovations. Et quand on parle de référentiel, de passerelle entre le métier, par exemple, d'AES et aide-soignant, on voit bien qu'aide-soignant, on demande de plus en plus d'aller vers le lien et qu'AES, on demande de plus en plus d'aller vers le soin. Mais on a encore quelques sujets tabous autour de cela aussi. Donc ça, je pense que c'est un élément. Et le troisième élément, c'est la place qu'on laisse aux personnes en perte d'autonomie dans notre pays. Et là, il y a eu plein de choses dans le chat qui sont essentielles. On renvoie quand même dans une société de la performance une forme d'inutilité économique aux personnes en perte d'autonomie et tout cela derrière la valorisation des professionnels du geste métier. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler. Et c'est une question plus importante que les seules formations et autres. Quand on parle d'une réforme systémique, c'est aussi poser la place de leur voix, de leurs envies, pas que de leurs besoins, mais de leurs envies. Et c'est toutes ces questions-là qui sont autour de ce qu'on en fait en 2050 surtout. Qui est au cœur de la révolution copernicienne. Exactement. Pour une vraie société de la bienveillance. Oui. Merci beaucoup, Myriam El Khomri. Il nous reste quelques minutes, on va prendre une ou deux questions, pas plus. Je vais préciser une sur le fil, une question presque innocente. Est-ce que l'ensemble de l'échange que vous avez eu sur l'avenir des métiers du CARE rend cet avenir compatible avec la recherche de lucrativité et de profit? Est-ce que… Oui, je la pose. Est venue à plusieurs reprises de Thibaut. Thibaut, tu veux répondre à cette question?
Oui, tout à fait, je peux répondre parce que nous, on a fait pas mal de plaidoyer dans ce sens. Alors évidemment, cette question, elle est à nouveau revenue avec l'affaire Orpea. C'est vrai que pour nous, il nous paraît assez opportun dans la mesure où c'est la puissance publique qui stabilise le secteur, il nous paraît assez opportun de demander aux structures privées de pouvoir adapter pardon, leur statut, au moins leur gouvernance. Donc là, on a pas mal parlé ces derniers temps de société à mission qui permet notamment de définir une raison d'être et qui permet de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes finalement participent aux décisions de la structure. Donc ça, c'est vrai que ça nous paraît assez intéressant, et ça nous paraît intéressant d'ailleurs pas que pour les structures privées aussi, hein. C'est-à-dire que le fait de définir une raison d'être, le fait de prendre des engagements sociétaux envers toutes les parties prenantes, qu'elles soient bénéficiaires, salariés ou extérieures même, c'est vraiment important. C'est vraiment important pour nous. Et là encore, il y en a pas mal qui l'ont fait, qui ont commencé à le mettre en place, et on y voit certains effets positifs. Et aussi, je trouve que ça peut permettre dans certains cas de réconcilier le secteur public et le secteur privé. Voilà, par exemple, dans le monde du domicile, de temps en temps, il y a encore un peu une guerre privé-public, ou en tout cas privé lucratif et privé associatif, qui est un petit peu qui peut être un peu fatigante de temps en temps. Là, avec ce type de statut vers lequel chacun pourrait converger, ça peut être une manière de réconcilier les demandes. Merci Thibault. Une dernière, Joanne, mais vraiment. Joanne, je voulais réagir très vite. Très très vite, je ne porterai pas de jugement et je n'attribuerai pas le prix du monopole du cœur entre le privé, le public ou le privé associatif ou autre. En tout cas, je pense qu'il est certain que le secteur associatif, sous l'angle de l'économie sociale et solidaire, a un intérêt à mieux se structurer et mieux porter effectivement la place de l'accompagnement, de l'autonomie, avec un positionnement peut-être plus fort, plus fédéré. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Et si on devait questionner la place de la lucrativité pour le secteur du grand âge ou de l'autonomie, il faut se la poser pour la santé, au sens large du terme. Et donc aussi les cliniques, hôpitaux, etc. On ne peut pas prendre que sous l'angle de la personne âgée ou de la personne en situation de handicap. Donc, le débat peut être ouvert, mais je crois qu'un webinaire ou en tout cas une réflexion a déjà été menée par le cercle à ce sujet et qui pourra peut-être certainement trouver sa place demain avec la présidentielle. Là, le webinaire ne suffirait pas, je pense. Peut-être on a encore juste le temps d'une dernière question, mais qui est très technique, mais qui est intéressante, puisque Myriam El Khomri, et comme ça vous permettra aussi peut-être d'avoir d'une certaine façon le mot de la fin. Dans votre rapport, vous évoquez le fait qu'il y ait une flotte de véhicules qui puisse être mis en place. Et la question est, est-ce que la flotte de véhicules dans votre rapport, Madame El Khomri, est toujours dans l'actualité? Avec l'augmentation du prix du gasoil, les auxiliaires de vie subissent directement le surcoût et non les SAD ni les conseils départementaux. Mais vous avez compris qu'à travers cette question, c'est derrière aussi celle qui est, et qui rejoint quand même pas mal de choses qui ont été dites, qui est la distance qu'il peut y avoir avec le travail et puis la flambée des coûts. Alors, je vais essayer de répondre très précisément. À l'époque, déjà, nous avions fait la proposition que les véhicules qui puissent être dotés soient des véhicules soit à hydrogène, soit des véhicules qui soient électriques. Notre difficulté, c'est que en termes de coûts, en tout cas, était beaucoup plus important, notamment sur les véhicules électriques. Donc concrètement, on était à l'époque à aller voir la Caisse des dépôts et consignations pour voir si on pouvait créer au plan national un grand programme pour doter tous les professionnels qui font du lien et dont ils ont besoin de se déplacer pour qu'ils puissent être dotés à la fois d'une carte pour pouvoir stationner, d'une carte professionnelle, mais aussi de véhicules mis à disposition. Il y a eu des échanges. Je sais que le gouvernement, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui précisément où ils en sont. Je sais qu'ils ont fait quelques auditions, etc. La difficulté, c'est que ces véhicules-là, en l'occurrence, que nous avions ciblés, n'étaient pas fabriqués et produits en France. Puis, il y a eu la crise du Covid. Donc, je sais qu'il y a une réflexion qui est menée autour de cette question-là. Nous avions fait la proposition que les fédérations et la Caisse des dépôts et consignations, en partenariat avec elles, puissent
aidé à monter ce partenariat parce qu'on estimait que plus on était nombreux, plus les coûts seraient diminués pour les doter, parce qu'aujourd'hui, des véhicules achetés sur le Bon Coin, le prix du carburant, on le voit bien actuellement, et rajouter à cela des pannes, etc., ça crée aussi de l'absentéisme et on le paie aussi par ailleurs. Donc, il me semble, et je pense que le sujet est encore plus important, aujourd'hui, il me semble qu'il faut doter ces professionnels qui ont des missions d'utilité sociale, très clairement, de moyens de déplacement, notamment pour ceux qui sont en hyper-ruralité, dont on sait souvent qu'il y a un problème de rentabilité, et c'est souvent le secteur associatif qui va au domicile de ces personnes. Il nous semble qu'il faut véritablement avancer sur cette question-là. Je ne pourrais pas vous dire quel constructeur, quelle solution et quel modèle de véhicule. On n'attendait pas une précision, une précision de cette nature. Merci infiniment. Bien, merci beaucoup. On a dépassé de quelques minutes l'horaire donné. Merci infiniment, Myriam El Khomri. Merci beaucoup, Antoine Perrin, Sandra Bertheusen, Aline Crépin, Thibaut de Saint-Blocard et Joanne Girard. Merci Thierry. Vous retrouverez ce webinaire qui a été enregistré donc, grâce à Thierry qui a poncé. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube. Éventuellement avec un petit montage étant donné les problèmes techniques que nous avons eus au tout début. Merci, c'était passionnant et nous continuerons à travailler bien évidemment ce sujet. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Merci à vous.